On commence avec le classement et le calendrier, comme ça on voit la situation exacte de cette rencontre où l'OM est désormais devant Monaco et derrière Lyon, tout se joue à 1 point, voilà, et on voit Nantes qui est déjà à 13 points, comme quoi l'objectif de la saison officielle est quasiment déjà atteint. On passe tout de suite au calendrier, voilà le bas de tableau qu'on regarde toujours avec plaisir. On n'y est pas surtout. Il y a des amis à nous aussi qui sont pas loin. Voilà. Et donc le calendrier de l'Olympique de Marseille ou le calendrier croisé. Le calendrier croisé, voilà, c'est encore mieux, où on voit exactement les oppositions de l'OM, de Monaco et de Lyon sur les 5 prochaines journées jusqu'à PSG-OM. Voilà, on est allé jusqu'à là. La même journée d'ailleurs, il y aura OL-SSE. Ce qui fera un beau petit week-end pour les fans de foot. Et Toulouse-Monaco, pour ceux qui ne vont pas au stade, voilà, c'est aussi sympa. C'est les 2 stades les plus vides de France. Un calendrier, on le disait, compliqué pour Lyon, Michel, malgré tout. Oui. C'est pour ça que les 2 matchs qui viennent, ils sont capitaux. Moi, je dis que, tu rigolais tout à l'heure, le tournant, et Rudy Garcia, il va dire tous les matchs sont importants, ça vaut 3 points, et c'est vrai. Mais on reçoit 2 fois, dont Monaco. Si on arrive à battre Monaco et Metz, si on arrive à battre Monaco, on a 4 points d'avance. Et en plus, il y a SM, il y a Monaco, Lyon derrière. Et quand on voit le calendrier derrière de Lyon, nous on sait qu'on va perdre des points derrière, obligatoirement, puisqu'on va rentrer dans le dur avec un calendrier démentiel. On va à Paris, on va aller à Saint-Etienne, ce sera compliqué. On reçoit Bordeaux, on va recevoir Nantes, c'est difficile. Donc il faut vraiment en profiter de ces 2 matchs à domicile là pour avoir une sorte de petit matelas, parce que vraiment je pense qu'on peut avoir 3-4 points d'avance sur Monaco et même sur Lyon aussi, pourquoi pas, enfin peut-être pas 3-4 mais avoir un petit peu d'avance, parce qu'après c'est difficile, on va perdre des points. Messieurs, on a vu les calendriers, on va passer tout de suite aux compos. On va commencer avec la compo de Monaco, la compo possible et probable de l'ASM, même si Moutinho peut par exemple laisser sa place à Tielemans, mais c'est des détails. Voilà, Ghezal sur le côté droit, ça peut être Ronny Lopez, mais ça se ressemble de toute façon. D'ailleurs, Ghezal sur le côté gauche et Keita Baldé à droite. Ça permute. À voir, ça, c'est vrai que... ça permute. Mais Ghezal a fini le match contre Lyon sur le côté droit, et c'est là qu'il a été bon. C'est pour ça qu'on l'a positionné. C'est vrai que Keita Baldé s'installe vraiment sur le côté droit. C'est vraiment un joueur très intéressant et ça sera un peu le danger à ce niveau-là. Et puis attention à Almami Touré, qui était venu en mettre 2 au Vélodrome. C'est pas courant pour un latéral droit. Je pense que dans un match comme ça, il va mettre plutôt Ronny Lopez que Ghezal. Ronny Lopez à droite. En plus, il veut le faux pied. Et puis Ghezal, il est un peu tendre poulet pour ce genre de match. On l'a déjà vu avec Lyon. Moi, je pense qu'il va mettre cette équipe. Eh ben, il va mettre Diakabi. Voilà. qui est blessé quand même. Bon, il va le mettre quand même. Notre Diakabi. On passe à la compo de l'Olympique de Marseille. La compo possible, puisqu'on en a fait 2. 2 options. Donc la première option, c'est celle-ci avec Sanson en 10, Payet à gauche. La classique, quelque part, de ces dernières semaines. Ou l'option 2, qui est l'option Ocampos, on peut l'appeler comme ça, ou l'option NJ sur le côté gauche. Et pas de Morgan Sanson. Je sais que Jacques Bail va s'énerver là tout de suite. Oh, c'est pas le seul. Mais voilà, donc c'est d'avoir par exemple Ocampos sur ton fameux Almami Touré, Romain, d'avoir un mec qui sait défendre sur Touré, quoi. Ouais, bon, moi je suis plus... Tiens, qu'est-ce que tu choisis, toi ? Moi je suis plus l'option Sanson, parce que je trouve que voilà, il a fait de très bons matchs. Je l'aime beaucoup moi dans cette position-là. Payet à gauche sans être vraiment à gauche, voilà, c'est pas... Il n'y a personne à gauche alors, pour défendre. Il y a Sakai, je réfléchis plus à comment on va attaquer contre Monaco que comment on va défendre. Et dans cette position-là, avec ces joueurs-là, techniquement, je me dis qu'on est gagnant. On peut pas mettre Sanson à gauche, pour le coup ? Sanson, il a tendance un peu à partir sur la gauche aussi. Hein. Mais moi, je te rejoins, Romain, je préfère largement cette équipe-là. Il a une intelligence de jeu, ce Sanson, qui est une arme. Je vais être le seul. Redis-le, Jacques, on n'a pas très entendu. Non, je disais, c'est grâce à moi. Non, c'est pour plaisanter. On rappelle que tu l'as eu à Montpellier avec Roland. Plus de 2 ans. Non, moi, ce que je voudrais, surtout ce qu'il faut retenir, c'est que ça, on les a présentés, ok, c'est bien pour les journaux, c'est super. Après, dans l'animation, il y a l'animation offensive et il y a l'animation défensive. Qui fait quoi, où, quand, comment et pourquoi. D'accord ? Donc, le Sanson, moi, je l'ai positionné là, mais il est capable de venir soutenir le côté gauche. Si Payet il vient à un moment donné dans l'axe, tout ça c'est travaillé avec Rudy Garcia, il n'y a aucun souci là-dessus. Michel, je te vois moi je suis
Non, je suis pas en désaccord. Je suis un des rares, mais je me trompe, sûrement, à pas être dithyrambique avec Morgan Sanson. En gros, il a mis 9 buts, ce qui est très très bien, mais il pourrait en avoir à peu près 30 à 35. C'est-à-dire que je le trouve extrêmement maladroit devant le but. C'est hallucinant le nombre d'occasions qu'il a et qu'il met, même pas les cadres, à gauche, à droite, de la tête, etc. Je trouve qu'il est en ce moment un peu surcoté. Ocampos, dans ce genre de match, il va être extrêmement utile. Je pense qu'il faut être solide au départ, même s'il faut essayer de gagner. Que Payet en 10, je le préfère. Et puis en plus, Ocampos, il peut défendre avec Sakai, qui n'est pas un latéral gauche de métier. Je préfère Ocampos et puis faire entrer Sanson et NJ, pourquoi pas, à l'heure de jeu. Voilà, je trouve encore une fois qu'il y a beaucoup de déchets avec Sanson. Alors, est-ce qu'il a, pour lui, ça je suis d'accord, c'est qu'il a un énorme volume de jeu, et que pendant 90 minutes, il attaque, il défend, on le voit de tous les côtés, et que finalement, souvent, il arrive à finir par avoir une passe décisive ou à marquer, ça je lui reconnais, et il fait quand même une bonne saison. Mais je trouve qu'on est un petit peu trop élogieux à son égard. On est trop élogieux, mais regarde les milieux de terrain, les stats. Est-ce que tu as un milieu de terrain qui... Alors tu vas me dire Nabil Fekir, mais voilà, il n'y en a pas 50 qui sont capables de mettre autant de buts que lui. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est le registre technique. Alors il tente beaucoup, il y a du déchet. Il y a des matchs où il est vraiment exceptionnel et des matchs où c'est un peu plus compliqué. Est-ce qu'on n'est pas moins bon quand c'est Sanson en 10 plutôt que Payet? Moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que Payet joue en 10, on est meilleur. Je sais pas. Il a raison. Non, moi j'ai trouvé des prestations très abouties avec Sanson à ce niveau-là. Je trouve que le match contre Strasbourg au Vélodrome, il y a une certaine maîtrise à ce niveau-là. C'est mon avis. On a été bon contre Strasbourg. Je trouve qu'en seconde période, tu mets quand même. Pas exigeant. Moi, je trouve que c'est pas mal. Et puis Ocampos, voilà. Après, c'est toujours pareil. Je te dis pas, Morgan Sanson, c'est le meilleur milieu d'Europe. C'est pas ce que je te dis. Moi, je mets Payet en 10 et Sanson à gauche. Moi, je suis de ton avis. Je te dis juste que tu me proposes de mettre. Tu me dis quelque part, c'est soit Sanson, soit Ocampos, soit NG. Vu le niveau technique des deux autres que tu me présentes, même si Ocampos, j'oublie pas que contre Paris, ça déborde d'énergie. On a peut-être entraîné d'autres dans le côté green. Je préfère un mec technique. Voilà, c'est tout. Pour moi, Ocampos, c'est le premier nom que j'ai coché au moment de Épinal, parce qu'il te faut dans les matchs debout et compagnie, il te faut un mec comme ça, il aime ça. Tu l'as vu, il s'en est mis sur son maillot. Mais en toute honnêteté, j'ai du mal avec Sanson en 10, mais après, je peux entendre que vous aimez. C'est 10, c'est ce que disait Jacques, c'est 10 pour la position. Parce que je le préfère pas, Jacques, quand il est par exemple, pour moi, en ce moment, Zambo Anguissa, il est incontournable, c'est mon avis, mais tu le préfères pas un petit peu plus reculé, par exemple, à côté de Luis Gustavo pour des matchs contre Metz, au Vélodrome ou Strasbourg, où là justement il a le jeu devant lui et il a un tel volume de jeu, il peut apporter, il peut aller dans la surface, faire une sorte de box to box et comme box to box, et comme il sait tout faire, là il peut être un peu plus intéressant. Allez, ce sera le mot de la fin, Jacques. Oui, mais effectivement, tout à fait, je le préfère à ce poste-là. C'est presque, je vais te dire, c'est son poste. Son poste, c'est pas un numéro 10, Morgan. Ça n'a jamais été un numéro 10. Là aujourd'hui, si on le met pas dans ce positionnement-là, il va pas jouer. Les Zambo Anguissa, Luis Gustavo, c'est vraiment très costaud. Et lui, il va t'apporter quand même de la fraîcheur. Ça monte, ça redescend. Au niveau des passes, c'est quand même quelqu'un de vachement important. Non, je pense que si je mets en 10 et je te rejoins et je le mets sur le côté gauche. J'ai réussi à convaincre Jacques. Ouais. Bon, ça me fera la soirée. Faut se satisfaire. Que ça. Restons là-dessus alors. Il faut se satisfaire des petits plaisirs de la vie. C'est une petite victoire du quotidien. Et il faut se satisfaire du nécessaire, comme me dit Camille également dans l'oreillette. On passe tout de suite aux questions-réponses. C'est à toi de jouer, Camille, là. Allez, c'est parti.